On va donner la parole maintenant à Pascal Thomas qui va nous parler de la chirurgie minimalement invasive. Et c'est un plaisir de l'entendre puisqu'il faut dire qu'il organise depuis plusieurs années un symposium à Marseille pour faire le point sur ces techniques avec des interventions retransmises en direct. Voilà Pascal. Merci Alain. Alors, un peu comme les bases de données, l'arrivée de la chirurgie minimalement invasive en chirurgie thoracique avait été regardée de façon assez suspicieuse pour plusieurs raisons. La première, c'est que le chirurgien thoracique était assez arrogant face à une maladie dont il était le seul pourvoyeur des quelques survies prolongées, avec une chimiothérapie qui ne marchait pas et surtout l'absence complète de concurrents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé, si on devait dire qu'il y a une chose qui a changé, on aurait beaucoup de difficultés parce que tout a changé dans cette maladie, dans sa prise en charge et dans son épidémiologie. Alors, pour vous donner un petit exemple de ce qui va être le futur, mais c'est dans beaucoup de cas déjà un présent bien présent, ce sont les modalités de diagnostic. Classiquement, le cancer du poumon, l'hémoptysie, le maître symptôme, enfin nous avons tous ça en tête au cours de nos études de médecine. Maintenant, c'est fini, c'est terminé ça. Le diagnostic, c'est un diagnostic qui correspond à peu près à un dépistage individuel. C'est-à-dire que ce sont des malades qui sont totalement asymptomatiques, souvent en très bonne forme, qui passent un scanner pour des raisons futiles et chez qui on trouve une opacité. À tel point que des programmes de dépistage, par contre rationalisés dans des groupes à risque, ont été mis en place et la démonstration de leur efficacité a été vraiment très récente. C'est en 2011 que ce papier publié dans le New England démontrait sur plusieurs milliers de malades que les patients surveillés par un scanner faible dose, eh bien, en comparaison à ceux qui avaient une simple radiographie du thorax, eh bien, il y avait un gain de 20% de mortalité, toutes causes confondues. Donc, un impact et une amplitude qu'aucun médicament, aucune thérapie ciblée, aucune chimiothérapie n'a pu atteindre à ce jour. Et quand on regarde le détail du dépistage, on s'aperçoit que finalement, c'est une maladie différente que l'on traite maintenant. D'abord, ce sont des stades précoces, entre guillemets, en fait des stades très localisés. Les choses ne sont pas forcément synonymes. Et surtout, ce qu'on constate, c'est que la typologie de ces patients a changé, l'histologie, le sous-type histologique a changé, avec une émergence des adénocarcinomes qui deviennent la première cause, la première histologie, et surtout dans les adénocarcinomes, des formes avec des présentations cliniques assez particulières. Le ver dépoli, ce fameux ver dépoli, qui a été la première fois décrit en 1987, vous voyez, c'est assez contemporain, mais au Japon, à une époque où on pensait que les Japonais nous mentaient en disant qu'ils réséquaient des cancers de stade 1 avec 100% de survie. Mais en fait, il y avait une proportion énorme de ces formes d'adénocarcinome tout à fait particulières. Alors, on voit plus souvent ça, c'est-à-dire des formes mixtes avec une partie consolidée et puis une partie plus périphérique en halo. Et d'ailleurs, on peut quantifier la proportion de solide par rapport à la proportion de verre dépoli, et il y a une corrélation avec le pronostic. À tel point que, en 2011, là aussi, nécessité de revoir l'histologie. On n'est plus dans les formes tout à fait classiques. Il y a une nécessité de décliner les différents types d'adénocarcinomes avec, dans les mots-clés, eh bien, le carcinome in situ, c'est-à-dire des formes qui prolifèrent à la surface de l'alvéole, et puis des formes de carcinome invasif, d'adénocarcinome invasif, mais avec une composante lipidique qui, quand elle est très importante, est associée à un meilleur pronostic. Mais en fait, la grande révolution, c'est 2005, c'est la mise en évidence de voies de l'oncogénèse un peu particulières, notamment dans ces adénocarcinomes. Vous le savez probablement, en particulier chez les femmes non fumeuses et asiatiques, mais on a transcendé un peu ce contexte épidémiologique. Maintenant, il y a certaines voies de l'oncogénèse qui sont parfaitement connues et on découvre des mutations quasiment chaque année, et ces mutations sont intéressantes parce que, bien entendu, elles offrent la possibilité d'une thérapie ciblée et donc d'un traitement systémique efficace. Il faut reconnaître à la France, là, un rôle particulièrement pionnier. Il s'agit d'un papier qui a été publié dans Lancet il y a quelques semaines et qui est le résultat de l'étude Biomarqueurs France. Vous savez que
suite au plan de cancer, l'INCa a mis sur place un certain nombre de plateformes de biologie moléculaire qui donnent accès à tout Français atteint d'un cancer du poumon métastatique, une analyse qui était au départ de 9 biomarqueurs. Alors, au-delà de cet aspect-là, qui est un aspect assez spectaculaire, ce qui est plus intéressant de voir, c'est que finalement, on peut, dans certaines catégories, démontrer que les mutations, c'est quasiment, enfin c'est plus de 50% si on prend la globalité. Ce que vous voyez ici en gris pâle, là, ce sont ceux qui sont vraiment les types sauvages, c'est-à-dire il n'y a aucune mutation. Il y a la zone, la terra incognita qui est là, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a probablement des mutations, on ne les a pas complètement identifiées. Et puis vous avez des sous-groupes, comme par exemple les gens qui n'ont jamais été fumeurs, qui développent un cancer du poumon. C'est quand même 15% des patients actuellement. Et vous voyez que là, on est à 75% de mutations présentes et identifiées. Ce qui a changé aussi, et ce qui a mis un petit peu un coup de patte sur le nez des chirurgiens, c'est le fait que se développent maintenant des alternatives thérapeutiques à la chirurgie, et notamment nos collègues radiothérapeutes avec la radiothérapie stéréotaxique. Et cette année, enfin la fin de l'année dernière, cet article extrêmement provocant, qui est méthodologiquement très contestable, mais Jalal Aswad va nous en parler tout à l'heure, montrer quand même que non seulement on pouvait imaginer une équivalence, mais parfois même, selon l'indicateur, une supériorité de la radiothérapie stéréotaxique par rapport à la chirurgie. Alors la chirurgie, quelle chirurgie? Parce qu'en fait, elle a changé énormément aussi, cette chirurgie. Vous voyez ici mon adjoint Christophe Dodoli qui vous parlera de chirurgie robotique. Vous voyez qu'il a bien changé dans ses abords. Il y a quelques années, voilà, c'est en général la photo qu'on montre dans les congrès de radiothérapie en disant voilà ce que nous pouvons faire comparé à la chirurgie qui, bon là, je vous rassure, il s'agissait d'une chirurgie élargie à la paroi thoracique. En fait, la chirurgie a complètement évolué. D'abord, les voies d'abord ne sont électivement les postérolatéral, de plus en plus des thoracotomies avec épargne musculaire. Et puis, le développement ultime du concept, c'est la chirurgie thoracoscopique. Enfin, ultime à ce jour, parce qu'on peut aussi parler de la chirurgie uniportale, c'est-à-dire avec un seul accès thoracique. Et puis, même, on peut parler maintenant, dans certains cas, de chirurgie par les voies naturelles thoraciques. Ça existe aussi dans notre spécialité. L'environnement du chirurgien thoracique a changé. Voilà à quoi il consiste maintenant. C'est une salle équipée avec de l'imagerie embarquée partout, une chirurgie vidéo assistée ou une chirurgie, comme vous le voyez ici, robot assistée, mais on vous en parlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en France avant nihilisme? Et puis, à partir, vous voyez, des années 2010, 2011, un frémissement avec l'apparition de la chirurgie vidéothoracoscopique, et puis depuis 2013, une croissance qui est quasiment exponentielle de la vidéothoracoscopie, avec le même mouvement assez contemporain vis-à-vis de la robotique, avec une amplitude plus faible, bien entendu, pour des raisons d'accès au plateau technique et d'équipement. Mais ce qui est très important de voir, c'est qu'actuellement, et en deux ans, eh bien 30% des lobectomies sont réalisées par des techniques minimalement invasives. C'est un taux de progression assez spectaculaire, en tout cas le plus fort d'Europe. Alors pourquoi faire ça? Est-ce que c'est pour sacrifier une mode ou est-ce qu'il y a un bénéfice? Bien sûr que non. Les courbes que je vous ai montrées correspondent en fait à la confrontation de la réalité par les chirurgiens, de voir que cette chirurgie améliore considérablement nos suites opératoires. Nos suites opératoires en chirurgie thoracique sont dominées par le terrain de nos malades, fumeurs, bronchopathes, cardiopathes, âgés, avec une chirurgie extrêmement douloureuse de la thoracotomie et donc des complications qui peuvent commencer par un mauvais contrôle de la douleur et qui se terminent par un SDRA lié à un encombrement et à une pneumopathie. Cette chirurgie, j'aurais pu vous citer plein d'articles, quelques rares études randomisées. Le niveau de preuve, le maximum que l'on ait en l'absence de grandes études randomisées de large volume, c'est une méta-analyse de données comparatives basées sur des scores de propension. Et comme vous le voyez là, le bénéfice de la vidéothoracoscopie est évident en termes de morbidité. La durée d'hospitalisation, qui est un objectif pour nos collègues américains qui sont très attachés aux conséquences économiques, pour nous n'est pas un objectif mais un indicateur.
Il faut savoir qu'en France, par thoracotomie, la durée moyenne d'hospitalisation, c'est 11 jours par vidéothoracoscopie. Cette durée moyenne chute aux alentours de 4 à 5 jours, et encore, cette durée est fortement influencée par la persistance pendant longtemps des bornes basses des financements T2A. La survie à long terme, pareil, aucune donnée de la littérature qui remet en cause la pertinence de cette chirurgie en termes de résultats oncologiques, voire même peut-être une tendance à un meilleur résultat. Les chirurgiens thoraciques ont aussi évolué vis-à-vis de l'étendue de l'exérèse pulmonaire. En 1930, la bonne opération, c'était la pneumonectomie. En 1960, il y a un huluberlu qui s'appelait Graham qui a dit tiens, on peut faire la même chose à condition de faire une lobectomie radicale. Et radicale, c'était qu'elle était associée à un curage ganglionnaire. Et il y a un autre huluberlu japonais cette fois-ci qui a dit mais dans certains cas, on peut faire la même opération, une segmentectomie radicale avec curage ganglionnaire. Et finalement, tout ceci a un impact sur la vie réelle. Voici les données de la vie réelle. Il s'agit du PMSI dans un premier temps. Et vous voyez qu'en augmentation relative, la lobectomie suit à peu près, qui est l'intervention la plus pratiquée en France dans le cancer du poumon, c'est 80% des exérèses à peu près. Elle suit une augmentation qui correspond globalement à celle de l'épidémiologie. La pneumonectomie est en train de devenir une chirurgie orpheline, bien que ce terme ne soit pas tout à fait adapté, mais une intervention rare, tout du moins. Et vous voyez qu'ici, les résections segmentaires, infralobaires, sont en train d'augmenter dans des proportions tout à fait importantes. Alors, quel est le risque de ces chirurgies? Parce que si c'est fait, c'est pour améliorer la morbidité mais aussi la mortalité. On l'a dit tout à l'heure, la chirurgie thoracique est la plus risquée des chirurgies viscérales programmées. Eh bien, vous voyez que le risque à 30 jours, la pneumonectomie, c'est 5%, bilobectomie 3%, lobectomie 1,8% et les résections infralobaires autour de 1%. Il y a donc une corrélation entre la quantité de poumons retirés et la mortalité opératoire. Vous me direz, c'est logique, effectivement, c'est presque une lapalissade, encore fallait-il le démontrer. Alors le rationnel de limiter l'exérèse, c'est bien sûr l'épargne parenchymateuse, en se disant que si on enlève des toutes petites tumeurs maintenant, et peut-être qu'il ne faut pas enlever beaucoup de parenchyme. C'est aussi parce qu'on pense que les gens, si on dépiste les gens plus tôt, on va peut-être être amené à les traiter plusieurs fois, les résections multiples. Ça fait voir aussi les gens avec des nodules bilatéraux d'une façon différente pour des résections bilatérales, synchrone ou métachrone. La préservation fonctionnelle parce que comme on va guérir plus de gens maintenant, bien évidemment, en traitant des stades très localisés, et la qualité de vie qui était un indicateur très subalterne dans notre chirurgie devient quelque chose d'important. La maîtrise du risque opératoire l'est toujours. Peut-être qu'on se dit aussi que le sujet à risque est peut-être moins à risque, et d'ailleurs ça nous fait poser la question de qu'est-ce qu'un sujet à risque en chirurgie thoracique. Il n'y a pas de réponse contemporaine à cette question. Et puis comme je vous l'ai dit, l'épidémiologie change et il existe des alternatives thérapeutiques. Il faut que le standard chirurgical change. Alors ce standard, c'était ça. C'est fondé sur une étude maintenant qui a presque 30 ans, qui a 30 ans, 20 ans, pardon, et qui avait démontré une augmentation de 30% du risque de décès lié au cancer dans les résections limitées par rapport à la lobectomie et 300% d'augmentation du risque de récidive locorégionale. Cette étude randomisée de large spectre est peut-être une des rares menées dans notre domaine en chirurgie thoracique. Elle est encore la base des recommandations contemporaines et on peut comprendre quand même qu'il est temps de les remettre un peu en question. La résection atypique, c'est ce qu'on appelle en bon français la wedge résection, une résection qui enlève la tumeur. Voici les données japonaises qui concernent l'ablation par cette technique du verre dépoli. Vous voyez que le résultat en termes de survie, avec des survies excellentes à 100%, est la même si on fait une wedge résection, une segmentectomie anatomique ou une lobectomie. Là, on peut quand même se dire que si on faisait une radiothérapie stéréotaxique, le résultat serait probablement identique. La segmentectomie, c'est une opération que beaucoup d'entre vous connaissent, mais qui avait été inventée pour la tuberculose et dans un souci d'épargne parenchymateuse. Alors, il y a les fausses segmentectomies. Par exemple, à gauche, on enlève un culmen ou une lingula. Ce n'est jamais que l'équivalent à gauche de la lobectomie supérieure droite et de la lobectomie moyenne. Et puis, il y a les vraies segmentectomies. Celle-là qui est la plus pratiquée, c'est le segment apical du lobe inférieur, le segment de Fuller, qui est relativement aisément praticable, par voie ouverte, bien sûr,
mais par voie minimalement invasive. Et puis il y a des segmentectomies bien plus compliquées, comme celle-ci par exemple, qui nécessitent, si on veut les faire notamment par voie minimalement invasive, l'aide de l'imagerie, voire de l'imagerie de fusion, comme aide opératoire. Et puis on n'en est pas encore là, mais les chirurgiens japonais travaillent sur des associations de sous-segmentectomie pour ces toutes petites tumeurs à topographie centrale. C'est probablement un des aspects de l'avenir de notre discipline. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on n'a pas encore d'études randomisées de grand volume, mais globalement, vous voyez que ça peut être au moins équivalent, à condition d'être d'accord sur les critères. Ces critères, on les aura bientôt, puisque nous avons 2 études en cours, une américaine, une japonaise, avec les critères d'inclusion que vous voyez là. Les inclusions sont closes depuis 2 ans. Nous aurons les résultats de survie à 5 ans prochainement. Alors, dans l'état actuel des choses, si on devait formuler des recommandations, ce que l'on fait pour la pratique chirurgicale, eh bien, il n'y a qu'une seule situation dans laquelle la segmentectomie peut être équivalente à la lobectomie, c'est quand on a affaire à un stade localisé, 1A dans notre classification TNM, et une tumeur inférieure à 2 cm. Il faut bien sûr respecter les marges de sécurité, ça nous rassure, nous chirurgiens d'organes, chirurgiens du cancer, c'est quand même une notion de base que nous aimons bien voir respecter. Et effectivement, alors maintenant on le démontre, avant c'était le bon sens, voire l'éloquence-based medicine qui nous l'enseignait, maintenant c'est l'evidence-based medicine avec des modèles mathématiques qui vous calculent le risque de récidive en fonction de la marge de la résection. Et puis il y a le curage ganglionnaire. Le curage ganglionnaire, ça c'est vraiment l'élément probablement le plus important. Alors, je crois que chaque fois que je suis venu dans cette noble assemblée, j'ai chaque fois cité Marc Riquet, qui est vraiment un immense chirurgien thoracique français méconnu. Pourtant, il a écrit, méconnu au sens international, il a tout écrit sur le curage ganglionnaire. Il est très amusant de voir les publications américaines qui sont en train de réinventer et de citer Marc Riquet sur ses travaux de 1978, ce qui vous donne la distance qu'il y a entre le continent américain et le continent européen. Mais il est vrai qu'en France, les chirurgiens en parlent beaucoup, mais peu en font dans notre discipline. Pourtant, alors je pourrais vous abreuver de ce genre de choses qui n'ont pas d'intérêt, avec une tendance pour démontrer que le curage a quand même des bénéfices en termes de survie. Ce qui est plus important, c'est peut-être de vous parler de cette étude qui a fait grand bruit, qui est utilisée par nos collègues tenant des techniques alternatives, parce que très souvent, ces études sont citées sans avoir été lues. Et là, c'est l'exemple type d'études randomisées qui n'a pas été lue en détail, mettant en balance les résultats schématiquement. Cette étude comparait un échantillonnage systématique, et non pas aléatoire, à un curage systématique. L'échantillonnage systématique, c'était prélevé à droite, tout le temps, au moins un ganglion latérotrachéal, un ganglion, donc 4 dans la numérologie américaine, un ganglion hilaire, un ganglion sous-carinaire pour les exérèses droites, et pour les exérèses gauches, un ganglion hilaire, un ganglion sous-carinaire et un ganglion du groupe aortique 5-6 de la fenêtre aortopulmonaire. Voilà ce que donne cette courbe. Effectivement, il y a une superposition des 2 courbes, à la condition, bien entendu, qu'on se rappelle de ce que c'est cet échantillonnage ganglionnaire. Je crois qu'il y a beaucoup de chirurgiens qui, en faisant cet échantillonnage, croiraient faire un véritable curage. Ce que montre ce travail, par contre, c'est que pour des malades de stade supposé localisé, eh bien, vous avez jusqu'à 17% de malades qui, au final, seront reclassés à la hausse devant un envahissement ganglionnaire. Et ce qui est important aussi, autre chose qui est régulièrement avancée, c'est que le curage ganglionnaire n'augmente pas la morbidité globale du geste par rapport à un échantillonnage. Donc, on ne compare pas des pommes et des poires. Par contre, il faut faire un curage, c'est le message principal. Est-ce qu'on a des démonstrations pour les résections infralobères? C'est un élément important. On a cette étude qui, éthiquement, est imprésentable. C'est une étude chinoise. L'allocation du traitement a été donnée par le numéro d'hospitalisation. Quand le malade arrivait à l'hôpital, on lui disait toi, tu vas avoir une segmentectomie échantillonnage, toi, une lobectomie, curage ou segmentectomie. Enfin bon, quelques séquelles d'un monde communiste où l'individu compte pas beaucoup. Mais quand même, les résultats sont là. Et qu'est-ce qu'ils démontrent? Eh bien, que la segmentectomie curage peut avoir un effet
identique à la lobectomie, mais par contre, si on fait une simple segmentectomie sans curage ganglionnaire, sans évaluation ganglionnaire, eh bien, les résultats sont très différents. Je vous l'ai dit, cette étude qui nous sera commentée tout à l'heure avec l'agression, on va dire, de la radiothérapie stéréotaxique. Il y a ce travail que j'ai eu qui n'est pas encore publié, mais que j'ai eu le plaisir de reviewer pour le journal de chirurgie thoracique, qui est une méta-analyse de la database de cancer des États-Unis et qui montre, ils ont choisi de sélectionner les malades qui n'avaient aucune comorbidité et regarder comment ils avaient été traités, en partant du principe que c'était probablement le reflet des malades à risque standard. Et comme vous le voyez sur ce graphique, là c'est la survie après radiothérapie stéréotaxique, là après chirurgie, quelle qu'elle ait pu être, que ce soit une segmentectomie ou une lobectomie. Donc il y a une très grande différence. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fouillé, et dans cette database, il y a cette information, le refus du patient d'avoir la chirurgie. C'est-à-dire, il y avait 2 conditions à remplir, pas de comorbidité et refus du patient d'avoir la chirurgie. Donc on peut supposer que là, cette comparaison de la database était quand même un reflet de patients à risque acceptable pour une chirurgie, mais qui étaient traités par une radiothérapie stéréotaxique. Et vous voyez là encore un grand avantage à la chirurgie. Alors les conclusions, elles sont forcément provisoires, mais je vous propose celle-ci. La première, c'est que quand on parle du cancer du poumon actuellement, il faut que vous soyez convaincus que ce n'est pas la même chose qu'il y a 20 ans, c'est même pas la même chose qu'il y a 10 ans. La maladie, ses caractéristiques épidémiologiques, ses modalités de diagnostic et de traitement ont changé. Le standard chirurgical a changé lui aussi. Les fondamentaux restent les mêmes. Il faut faire une exérèse in sano, et il faut faire un curage ganglionnaire pour au moins avoir un stade précis et une résection complète. Alors là, il ne faut pas non plus être nihiliste et il faut regarder ce qui se passe. Effectivement, la radiothérapie peut être une alternative chez des malades à haut risque opératoire. Alors là, il faut se mettre d'accord sur ce qu'on appelle un haut risque et dans certaines conditions qu'on va retrouver par extrapolation avec les données que je vous ai données précédemment, c'est-à-dire les stades localisés après une évaluation moderne incluant une évaluation ganglionnaire invasive et des tumeurs de petite taille ou avec une composante majoritaire de verre dépoli. La SBRT peut être complémentaire de la chirurgie. Je crois que Jalal Aswad vous en parlera. On a tous référé de nos patients pour les lésions multiples contralatérales, des malades qui avaient une réserve respiratoire insuffisante après une première chirurgie. Mais le plus important, c'est ça, je crois qu'il faut qu'on en soit convaincu. La cancérologie, ce n'est pas le traitement local. La cancérologie, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est la biologie moléculaire, ce sont les thérapies ciblées, c'est l'immunothérapie. Et là, eh bien, il n'y a rien à faire sans tissu, il n'y a aucune issue. Merci de votre attention. Donc la communication de Pascal Thomas va être commentée par Jalal Aswad. Nous tenons. Merci Alain, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Comme vient de le dire Pascal Thomas, le traitement de référence du cancer bronchique dans la petite cellule des stades précoces est actuellement la chirurgie, qui consiste à faire une résection anatomique, qu'elle soit lobaire ou sublobaire, associée à un curage ganglionnaire médiastinal. Ce traitement permet l'ablation de la tumeur, la résection du territoire anatomique porteur de la tumeur, ainsi que son drainage veineux et lymphatique, et une stadification précise, notamment ganglionnaire, de stade de la maladie. Pour proposer un traitement alternatif à un traitement de référence, il faut avoir recours à la médecine factuelle et donc basée sur les preuves evidence-based medicine. C'est ce qu'a tenté de faire Chang et al., l'article qu'a cité Pascal, qui a été publié dans le Lancet Oncology en 2015. Les auteurs ont couplé les résultats de 2 études randomisées de phase 3 qui ont comparé la radiothérapie stéréotaxique à la lobectomie dans le traitement des cancers bronchiques de stade précoce. Leur conclusion, comme l'a dit Pascal Thomas, c'était que la radiothérapie pouvait être un traitement de remplacement, pouvait devenir un standard du traitement qui remplace la chirurgie dans les stades précoces du cancer. Mais
cette conclusion, cet article nécessite une analyse un petit peu plus approfondie que je vais vous faire là. Donc, premier point, cette étude a associé deux études, les résultats de deux études randomisées qui sont l'étude STARS et l'étude ROSEL. Toutes les deux ont comparé, comme je vous l'ai dit, la radiothérapie stéréotaxique à la chirurgie. Mais ces deux études n'ont inclus que 58 patients, dont 27 ont été opérés. Donc, dans le bras chirurgical, il n'y avait que 27 patients. La durée d'inclusion a été supérieure à 5 ans. Il y avait 38 institutions. Donc, quand on voit le faible nombre de patients, on voit la difficulté que les auteurs ont eue sur les deux études pour pouvoir inclure les patients, puisque le standard n'étant pas la radiothérapie, peu de médecins ont accepté de participer à ce travail. Deuxième point, le suivi a été très court, puisqu'il était de 40 mois pour la radiothérapie et 35 mois pour la chirurgie. Les critères d'inclusion n'étaient pas les mêmes dans les deux études, puisque dans l'étude ROSEL, le diagnostic préopératoire n'était pas obligatoire. Donc il y a des patients qui ont probablement eu des radiothérapies pour des images qui n'étaient probablement pas, ou peut-être pas, des cancers, on ne le saura jamais. Et uniquement 11% des patients ont eu une lobectomie. Donc 11% n'ont pas eu de lobectomie, excusez-moi. Donc ils ont eu une autre résection. Et uniquement 18% ont eu une chirurgie mini-invasive. Donc, en analysant un petit peu plus en profondeur l'article qui fait débat, qui a lancé un débat mondial, qui est quelque part une agression, une attaque contre la chirurgie, qui est le gold standard du traitement, la conclusion des auteurs est discutable, mais le défi est lancé. Il y a bien cette étude, il y a bien cette attaque, et les chirurgiens doivent relever ce défi. Nous n'avons pas le choix. Mais ces traitements ont quand même une place dans la prise en charge de nos patients, puisqu'ils peuvent être soit associés comme complément, associés à la chirurgie ou en complément de la chirurgie, notamment chez les patients qui présentent un cancer métachrone ou synchrone, ou à des patients qui sont jugés non opérables, mais là encore attention, c'est une RCP chirurgicale en présence d'un chirurgien, et souvent après que le chirurgien ait vu le patient, que le patient est jugé non opérable. Deux exemples rapides. Donc, ce patient de 72 ans qui a été opéré plusieurs années auparavant d'une lobectomie supérieure droite pour un cancer bronchique primitif, qui était un épidermoïde classé petit p T1A N0M0. Vous voyez le nodule contralatéral apparaître plusieurs années sur le scanner de surveillance. La RCP chirurgicale étudie le dossier. Le patient est jugé non opérable en présence du chirurgien, et le patient est dirigé vers le radiothérapeute pour bénéficier d'une radiothérapie stéréotaxique. Deuxième exemple, ce patient de 76 ans qui a un antécédent de lymphome et qui présente 2 adénocarcinomes bilatéraux, donc synchrone. La RCP chirurgicale a proposé la lobectomie supérieure droite avec curage par vidéo sur l'image de droite, qui est plutôt une image en verre dépoli densifié, et une radiothérapie sur le nodule contralatéral. Donc on voit très bien que ces alternatives ont une place dans notre pratique, mais ne remplaceront pas, ne doivent pas remplacer la chirurgie. Et la question que je voudrais poser à Pascal, c'est comment les chirurgiens peuvent-ils contrer cette attaque que je considère malveillante? Excellente question. Alors, je dirais, la facilité serait de dire on n'a qu'à construire un essai randomisé de grande taille, etc., etc. Il y a un tout petit souci quand même, c'est que ce sont les chirurgiens qui recrutent ces malades pour le moment, et le défaut d'inclusion, parce qu'on a une responsabilité, enfin la communauté chirurgicale a une responsabilité, c'est que les chirurgiens n'ont pas inclus de malades. N'ont pas inclus. Donc bon, voilà. Alors, les seuls centres qui ont inclus, en plus c'était des centres sous dominance médicale, et on connaît aussi les limites chirurgicales que ça impose parfois sur les qualités chirurgicales. Je crois que là, c'est typiquement la place des grands registres pour amener. Alors, il y a le grand registre qui va être la publication que j'ai citée, là, qui va être publiée, qui va permettre, je pense, d'amener des arguments qui n'auront pas un niveau de preuve monumental. Par contre, quand on voit l'amplitude de la différence de survie, elle fait peur quand même. C'est-à-dire que si on oppose ça aux gens en disant, voilà, vous orientez quelqu'un qui est opérable, voilà les données les plus actualisées, la perte de chance pour un cancer du poumon est de 30% à 5 ans.
Je ne sais pas si ça ne peut pas se terminer devant les tribunaux. Alors, grâce à Marcel, on va pouvoir, dans quelques temps, faire exactement le même travail en France, sur des populations françaises, maintenant que se développent en France aussi les résections infralobères et minimalement invasives. Nous aurons une réponse. On va donner la parole à la salle. Des questions sûrement. Vous avez parlé de dépistage, mais il n'y a pas de dépistage de cancer du poumon. En fait, c'est un incidentalome sur un scanner thoracique demandé par hasard, qu'on découvre une petite tumeur. Mais est-ce qu'on envisage un dépistage ? Alors oui et oui, à vos deux questions. Oui, on envisage, c'est même le plan cancer qui avait même daté le dépistage du cancer du poumon en France en 2015. Bon, en 2016, ça ne s'est pas encore passé, parce qu'on bute sur un certain nombre de problèmes qui concerne aussi le financement, puisqu'il faut bien voir que le dépistage, c'est de l'argent, des machines, du temps médecin, dévolu à des gens qui ne sont pas malades, et nous avons, comme vous le savez, une logique française de l'enveloppe close, et donc cet argent, il faut bien le trouver quelque part. Donc on bute principalement là-dessus. Est-ce que pour autant le dépistage n'existe pas en France? Si, il existe parce que la publication du New England a fusé dans les communautés médicales et chirurgicales, que les Français, nous avons fait un groupe de travail auquel plusieurs d'entre nous ont participé ici, commun avec les radiologues, les pneumologues, les oncologues et les chirurgiens thoraciques, et on a édicté des recommandations sur ce que devait être, à notre sens, le dépistage en France. Et cette publication a été diffusée largement dans la communauté médicale. Et les médecins généralistes, de plus en plus, font un dépistage individuel, c'est-à-dire vous avez plus de 55 ans et moins de 74 ou 75, vous avez plus de 30 paquets années, vous avez des antécédents personnels ou familiaux de cancer du poumon, scanner. Voilà. Alors c'est un dépistage clandestin. C'est un petit peu comme de l'ambulatoire forain, si vous voulez, si vous pouvez me permettre cette image, mais ça existe quand même. Et c'est la majorité des patients qu'on a à la consultation, il ne faut pas se leurrer. Juste un petit mot concernant l'essai randomisé. Oui. Je ne suis pas sûr que ce soit les médecins qui ne veulent pas rentrer les malades, mais ce sont les patients qui ne veulent pas rentrer dans l'essai. On a fait une étude à l'IGR qui comparait la radiofréquence pour les métastases hépatiques à la laparotomie. Les patients ne sont jamais rentrés dans le groupe laparotomie, c'est ça le problème en fait. Oui, mais là il s'agit d'une étude nord-américaine. Vous savez qu'en Amérique du Nord quand même, l'aspect financier de l'activité et du recrutement est un aspect qui est très pesant sur le quotidien. Et dans les deux essais en question, je peux vous garantir qu'une des causes d'échec, c'est que les chirurgiens ne souhaitaient pas participer à cet essai, ne souhaitaient pas rentrer de malades. Bernard Delette. Oui, l'image en vert dépoli n'est pas significative obligatoirement de cancer. Non. Ça peut correspondre à une image une infection. Donc comment allez-vous faire la différence? Alors, il y a des recommandations, bien sûr, là-dessus, qui consistent à tout d'abord ne jamais se précipiter sur ce type d'image, même sur un nodule plein. Il ne faut jamais se précipiter parce qu'un des risques du dépistage, c'est le surdiagnostic, bien sûr, et c'est finalement créer une morbidité par une chirurgie futile. Alors pour le verre dépoli, c'est vrai qu'il peut y avoir des images de nature infectieuse. Alors la recommandation, c'est de prescrire des antibiotiques et de réévaluer après 6 semaines d'antibiothérapie l'imagerie. Si l'image persiste, à ce moment-là, on la suit pendant plusieurs mois pour voir deux aspects, soit l'augmentation de volume, soit la modification de la densité. C'est-à-dire que si ce qui était un verre dépoli pur commence à avoir une composante solide, c'est une indication de documentation histologique, le plus souvent par voie chirurgicale. Maintenant, ce qui pose vraiment problème, c'est le verre dépoli pur persistant, puisqu'on sait qu'on peut avoir du verre dépoli suivi qui ne se modifie pas pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis un jour on l'opère et c'est un adénocarcinome.
Mais le problème, c'est que c'est probablement un adénocarcinome de ceux qui donnent 100% de survie à 5 ans avec un traitement local. Peut-être que même l'étape d'après, c'est pas de traitement. Peut-être que ça donne aussi 100% de survie. Là, on est dans une biologie du cancer qui est différente. Et c'est pour ça que je vous disais, l'épidémiologie change, la compréhension de cette maladie change. Peut-être qu'on observera d'authentiques cancers à l'avenir. Voilà, merci et bravo. Et je crois qu'il faut avancer et demander...